Interpares, c'est une nouvelle série, et dans cette nouvelle série, je vais vous parler surtout d'un livre que je viens de lire, qui fait partie des innombrables livres en attente de chronique, et il s'appelle Alger, rue des Bananiers. L'autrice en est Béatrice Commanger. Et c'est un livre qui mêle un petit peu l'égo-histoire et la grande histoire. C'est un livre qui est un livre de mémoire, d'autobiographie, mais aussi d'autobiographie de membres de la famille de Béatrice Commanger qu'elle n'a pas connue. Alors, Béatrice Commanger, dans ce livre, elle parle d'Alger, elle parle de l'Algérie française, elle parle du drame qu'a été bien sûr la guerre d'Algérie et le rapatriement. Quand elle doit quitter Alger précipitamment, elle est au seuil de l'adolescence, je ne sais plus très bien, je crois qu'elle a quelque chose comme 12 ou 13 ans. Elle le dit dans le livre, c'est juste que je n'ai pas pris de notes et que j'improvise totalement. Et en fait, ce livre commence, outre la triple épigraphe Pérec, Bergogneau, Montaigne, c'est déjà un sacré patronage, elle commence par « Un jour, la bibliothèque de mon père s'est mise à déborder ». Et le point de départ, c'est donc la bibliothèque paternelle et l'héritage que constitue cette bibliothèque paternelle. De ce point de départ, Béatrice Commanger va dérouler en quelque sorte une histoire d'archivage un petit peu, de redécouverte de l'histoire familiale et de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire des drames qui ont émaillé l'Algérie française, la colonisation, les massacres, les luttes, la complexité de l'identité algéroise aussi, de l'identité des Algériens français, des colons. Donc tout ça, elle en parle sans, sans tricher, sans hypocrisie, à travers en fait l'histoire de ses grands-parents, arrière-grands-parents, de ce qu'elle en a retrouvé par des photos conservées évidemment dans ses archives familiales, à travers la bibliothèque de son père aussi, qui est un jalon très important du livre. Et en fait, ça lui permet de raconter un petit peu son enfance, donc d'écrire une sorte d'autobiographie, de souvenirs d'enfance, mais tout en parlant aussi beaucoup, bien sûr, de l'histoire de l'Algérie et de parler topographiquement d'Alger. Alors moi qui n'ai jamais mis les pieds en Algérie, qui n'ai jamais mis les pieds à Alger, ça fait quand même vraiment image. Elle décrit très très bien, je pense, pour quelqu'un qui connaît encore plus, la structure étagée de la ville, le rapport évidemment permanent entre la mer et la ville. Et puis elle raconte aussi beaucoup les promenades, les déambulations, la perception des différents quartiers, et puis évidemment tout ce qui se passe pendant la guerre, les attentats, les couvre-feux, toutes ces choses-là, dont finalement elle n'a eu conscience que très progressivement comme enfant et avec ses camarades. Et donc ça c'est aussi un point très, très important du texte, c'est la manière dont pour le coup le jeu narrant et le jeu narré, comme disent les spécialistes de l'autobiographie, c'est-à-dire Béatrice Commanger en train d'écrire ce livre est totalement différente de ce qu'elle était. Elle essaie de prendre ça en compte, le fait qu'elle était inconsciente et qu'elle montre que les enfants n'ont été vraiment conscients du fait qu'il se passait quelque chose d'absolument tragique et surtout qui allait finalement conduire un certain nombre d'entre eux à l'exil, que très tardivement. Et le fait qu'il y avait un danger. Et certains ne sont pas partis d'ailleurs, et le livre se termine par aussi l'évocation d'échanges avec des camarades restés en fait à Alger. Alors c'est un beau livre. J'y ai découvert un passage qui m'a un peu étonné. Je le lis parce que je pense qu'il y a une coquille, ou alors sinon je ne comprends pas du tout. Et je n'ai pas vérifié, je tiens à le dire, je n'ai pas vérifié la couleur des bulletins de vote. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Cette année, pour la première fois, nous rentrons plus tôt à Alger afin que mes parents puissent participer au référendum, encore un mot nouveau, du 28 septembre 1958, qui doit décider de l'élection de De Gaulle comme président de la République. Ils ont déjà reçu les bulletins, violet pour non, jaune pour oui. Tout le monde doit voter, en France, à Alger, en Kabylie, partout. Les hommes et aussi les femmes, ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas. C'est pour ceux qui ne savent pas que les bulletins sont en couleur. Louis et Eugénie ont déjà jeté leurs bulletins violets dans l'allégresse. Nous avons embarqué à Port-Vendre, sur le quai Rouen, le paquebot le plus moderne, m'a-t-on dit. Je ne le connais pas. Nous devons accoster au petit matin. Je cours sur le pont. Je guette l'arrivée du pilote portuaire qui grimpe sur le navire par une échelle de corde afin d'aider le commandant à accoster. Je suis la manœuvre jusqu'à la dernière minute. Alger n'a plus la forme d'un triangle, mais elle est toujours blanche. Alors, ce qui, moi, m'a dérangé un peu à ce moment-là, c'est que elle dit bien que les bulletins, c'est violet pour non et jaune pour oui, et elle dit Louis et Eugénie ont déjà jeté leurs bulletins violets
dans l'allégresse, comme si finalement c'était le refus en fait qui faisait l'objet d'une allégresse. Et alors là où ça achève de ne pas être compréhensible pour moi, c'est le paragraphe suivant. Les résultats du référendum sont proclamés le jour de la rentrée des classes. Le oui l'a emporté à 79,25%. En Algérie, il a atteint les 96%. Je ne sais pas si c'est la paix, mais en tout cas c'est l'euphorie. Le lendemain, De Gaulle s'écrie « Il y a là un fait aussi clair que la lumière du ciel ». Et donc, si on suit la logique et si violer n'est pas une coquille, ça voudrait dire que les parents de la narratrice, le parent de l'enfant, qui est au centre de ce texte, de l'enfant autobiographisé, ont voté non, et qu'ils appartiennent à une toute petite minorité de 4 personnes. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont jeté leur bulletin violet dans l'allégresse, et donc, je ne sais pas si c'est la paix, mais en tout cas c'est l'euphorie. Donc, à mon avis, il y a une erreur, et ses parents ont bien voté oui, ils ont jeté un bulletin jaune, je ne sais pas. Ou alors je ne comprends rien du tout en histoire contemporaine, en histoire de l'Algérie française et sur ce référendum. Et voilà, il va falloir que je vérifie ça, ou sinon, si vous avez compris, vous me le dites. Autre passage que j'ai noté, qui parle de la victoire du duc d'Orléans sur Mohamed Mokrani. Alors là, elle parle en fait des années 1870 et de ses arrière-grands-parents. En cet avril 1871, l'empereur était désormais vaincu. Depuis un an, les 37 000 juifs d'Algérie étaient devenus citoyens français. Les républicains avaient gagné et tenaient à démontrer que la France était une vraie puissance colonisatrice. Pour cela, il fallait bâtir, il fallait peupler. Bâtir était difficile, bâtir était honorable. Et cette petite centaine d'Italiens étaient fiers d'avoir été capables en 2 ans de créer au nom de la France un vrai village, avec une mairie, une école, une église, des maisons en pierre avec jardins fleuris. Alors, ils n'avaient pas compris pourquoi tout à coup, plus de 200 tribus kabyles s'étaient soulevées contre les bâtisseurs, pourquoi les spahis refusaient d'aller se battre contre les Prussiens de l'autre côté de la mer. À Palestro, ils n'avaient pas compris pourquoi soudain, un jour d'avril 1871, le 14 très exactement, des centaines d'hommes étaient descendus des montagnes pour détruire le beau village tout neuf. Pendant 48 heures, les hommes avaient résisté, réfugiés dans l'église, la mairie et la maison cantonnière. Mais l'incendie s'était propagé à tout le bourg, et les hommes étaient sortis à demi carbonisés. Le massacre eut lieu sur la place. 3 jours plus tard, on décompta 54 cadavres gisant dans le village en ruine. L'odeur était insoutenable. À l'endroit même, on creusa une fosse assez grande pour y entasser les corps mutilés. Et puis on pleura, et puis on se vengea, et puis on rebâtit, et on commémora. 13 ans plus tard, les 54 noms des 54 cadavres en décomposition dans la fosse furent gravés sur une stèle de marbre blanc, surmontée de la statue d'un colon héroïque. Domenico Bassetti, déjà illustre combattant de la guerre d'indépendance italienne. Ce qui est très beau dans ce passage, c'est évidemment, outre le fait que l'histoire familiale de Béatrice Comanger croise bien sûr la grande histoire et les différentes péripéties des liens entre la colonie algérienne et l'histoire européenne, les conséquences de la guerre de 70-71, les conséquences de la Commune, les conséquences de l'avènement de la Troisième République. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment narré du point de vue de sa famille, donc en fait de ses arrière-grands-parents, et du point de vue donc des colons français massacrés, et de la tragédie, du drame que c'est. Et ce qui est très beau, c'est cette capacité à montrer la dimension humaine. Dans le livre, il n'y a aucun, comme je l'ai dit, il n'y a aucune hypocrisie, il n'y a aucun révisionnisme, il n'y a rien de tout cela. Les horreurs de l'Algérie française, les horreurs de la colonisation et tous les atermoiements tragiques et sanglants de la guerre d'Algérie elle-même ne sont pas du tout passés sous silence, mais c'est important pour elle aussi de dire, elle est héritière de cette histoire de l'Algérie française et de ces colons dont certains évidemment ont été massacrés en n'ayant pas du tout conscience, en n'ayant pas du tout compris pourquoi il y avait cette opposition et pourquoi effectivement, là notamment les tribus kabyles se retrouvaient dans une position d'ennemis qui évidemment se rebellent contre l'expropriation. Et donc tout ça c'est vraiment fait en écrivain. Ça croise l'histoire, c'est un très beau livre qui croise, comme je l'ai dit au début, l'égo-histoire et la macro-histoire, mais ça n'est pas un livre d'historienne, c'est un livre de chroniqueuse, d'autobiographe, d'écrivaine, mais pas d'histoire. Alors, dans cette nouvelle série que j'inaugure avec cette vidéo, cette série Interpares, j'ai décidé de chroniquer un livre qui d'habitude est chroniqué dans
la série Je range mon bureau, c'est-à-dire les lectures récentes, les lectures que je viens de faire, mais j'ai décidé de prendre un seul livre et d'aller chercher sur mes étagères d'autres livres qui ont résonné pour moi dans ma lecture avec celui dont je parle aujourd'hui. Alors je vous rassure, je ne vais pas en parler pendant 10 minutes de chaque, je vais vous renvoyer pour l'un comme pour l'autre, j'essaierai de retrouver les références et de vous mettre les liens de la vidéo parce que ces deux livres, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Il s'agit de Alger, journal intense de Mustapha Ben Fodil et il s'agit d'Orance d'Ahmed Slama. Alors c'est très bien parce qu'il se trouve qu'Ahmed Slama, c'est aussi un excellent blogueur vidéo, littéraire, etc. et qu'il a écrit un billet très intéressant, je crois, au mois d'août, sur le fait que quand on est dans cette position où on chronique des livres, que ce soit par écrit ou en vidéo, on se trouve toujours un petit peu dans cette position où, au fond, on fait ce que font tous les marchands, c'est-à-dire on dit acheter ce livre. Et moi, ce qui est très bien dans le format, là, c'est vrai que j'avais tendance à faire ça un petit peu dans les vidéos, je range mon bureau, c'est-à-dire celui-là il est bien, celui-là vraiment j'ai adoré ça, ou au contraire, je faisais comprendre quand j'étais moins enthousiaste, ou même je le disais carrément. Et donc il y avait un petit peu ce côté prescripteur, que j'assume totalement, mais qui me gêne aussi un petit peu. Et donc là, et puis il y avait le côté juxtaposition, les bouquins n'avaient rien à voir les uns avec les autres, sauf exception, sauf quand ça tombait bien, sauf quand j'avais lu des choses très proches, d'ailleurs de manière pas du tout contingente. Et là, ce format, je ne sais pas comment ça va marcher, mais ça me permet de faire plus de comparaison, de dresser des ponts, d'aller rechercher des livres sur les rayonnages. Alors ça va prendre peut-être du temps, ça va peut-être générer des trucs encore plus compliqués et un peu lourds et je vais abandonner, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Et donc, il se trouve qu'Ahmed Slama, j'ai aussi une grande admiration pour son travail d'écrivain. Je crois qu'il y a un de ses livres qui va bientôt paraître d'ailleurs. J'espère que je vais pouvoir le lire vite et vous en parler. Et donc, ça c'est son premier texte paru chez un éditeur qui s'appelle Incipit en W. Et ça s'appelle Orance. Et dans Orance, Ahmed Slama, il narrativise et il poétise toute cette expérience très diffractée du sujet, alors pour le coup post-colonial, mais du sujet post-colonial qui est encore dans cette espèce de rapport extrêmement complexe culturellement et même politiquement et économiquement avec l'ancienne colonie, avec ce qui est encore en un sens la métropole pour beaucoup de sujets post/néo/coloniaux. Et donc ce texte, il présente le point commun, on va dire lointain, mais le point commun avec Béatrice Commanger, outre de parler d'une ville qui ici n'est pas Alger mais qui est Oran, mais aussi de le faire sur le mode évidemment de la diction poétique. L'orance, c'est la manière dont on raconte Oran, c'est la manière de mettre en mots Oran, c'est la manière de la mettre en discours, en oraison ou en oratio en quelque sorte. Et donc voilà, c'est un très beau livre, c'était l'occasion d'en relire une page 49. Aucune distraction à Oran, seul se dressait contre l'ennui une cinémathèque antique, un théâtre miteux et les cafétérias. Elle proliférait sur la scène oranaise, les hommes y naissaient, y pourrissaient, y périssaient, affalés sur ces inconfortables chaises plastiques, éclusant encore et toujours le café court, liquide noir, liquide lourd. Ce pétrole-là, au moins, il nous appartient. Ce temps qui tout gluait, stagnation, tendre brou et dur ha-ha, évoquant de ses souffrances ineffables, estomac vide, couilles remplies à ras-bord. Et alors là, il y a le trait stylistique majeur, très difficile à lire à haute voix, de l'écriture d'Ahmed Slama dans ce livre, mais aussi dans un certain nombre de ses textes sur le web, qui est que là, il y a une interruption, virgule, interruption, point de suspension, ouverture de la parenthèse, et donc coupure sans reprise en fait du texte. Moi, j'avais toujours essayé de faire dans le neuf, causer, penser à autre chose, me distinguer en somme, etc. Mais je voulais juste parler du café pétrole, des distractions à Oran, les cafétérias. Voilà, la seule distraction, c'est les cafétérias. Orance d'Ahmed Slama. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire dans ces vidéos, mais je vais comparer des choses. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, puis il y a mon micro-cravate qui se barre. J'espère que ça n'a pas totalement foutu le son en l'air. Ça serait le paradoxe qu'une des nouveautés technologiques qui doit rendre le son de ces vidéos meilleur m'oblige à la retourner. Je ne sais pas. Et donc, Mustapha Ben Fodil, Alger, journal intense. C'est pas Alger, rue des Bananiers, c'est Alger, journal intense. Mais là, vraiment, il y a le positionnement dans le titre de la ville, Orance.
avec toutes les suggestions, hein, tous les jeux de mots possibles et les métaphorisations qu'on entend là. C'est Laurence aussi, hein, ça peut être le prénom, Laurence, je sais pas. Et donc Alger rue des Bananiers, la toponymie, Alger journal intense, la toponymie et la multigénéricité de ce livre. Je vous renvoie à une vidéo assez récente dans laquelle j'en ai parlé parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. C'est de 2019 ce livre, je l'ai lu il y a moins d'1 an. Et donc pareil, il y a cette attention au lieu qui est importante. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que le point de départ n'est pas si éloigné que cela de celui de Béatrice Commanger. Béatrice Commanger, je vous ai dit, c'est pour ça que je l'ai lu, tout commence avec la bibliothèque du père qui envahit la maison. Et là, le point de départ de Alger journal intense, un des innombrables points de départ, c'est la mort du personnage principal, qui est un universitaire graphomane qui écrit dans tous les sens et qui collectionne aussi plein de livres, plein de trucs, qui s'enregistre, qui prend des photos. Et en fait, sa veuve, qui écrit l'essentiel des textes du livre, ensuite c'est un collage, un vrai fourre-tout vraiment très intéressant, elle dit à la page 39, c'est publié chez Macula en 2019, elle dit à la page 39, dans le chapitre qui s'appelle 15e jour sans toi, et donc elle s'adresse aux morts, après, j'ai pris la ferme résolution de chasser tout ce spleen qui polluait mon âme et enténébrait la maison. Sur ma lancée, j'ai décidé de prendre possession de ton bureau et d'y mettre un peu d'ordre. Cela me titille depuis un moment, ce désir d'occupation de ton cabinet de travail, de ta chambre des secrets, cette enclave offshore à l'intérieur même de notre maison. Vous voyez, c'est comme Béatrice Commanger, l'homme, il a cette espèce de repère qui en fait envahit tout le monde, c'est l'intellectuel, c'est un peu... c'est à la fois une caverne et c'est invasif. Hein. Je me suis toujours senti exclu de ce territoire. Poussé par une envie irrépressible de te retrouver, je suis entré dans ton cabinet avec délicatesse. J'ai ouvert doucement la porte, comme quand je t'épiais discrètement, pendant que tu vaquais à tes travaux. Et il m'a semblé voir ta silhouette voûtée, penchée sur ton cahier, écrivant ou réécrivant le monde à ta guise. Je suis entré sur la pointe des pieds au début, puis j'ai décidé de m'emparer de cette île interdite avec autorité. Le cabinet grouillé de mystère. Le texte continue, c'est très bien écrit. Voilà, je voudrais juste finir comme ça, finir par une pirouette, finir sans finir, conclure sans conclure. L'île interdite, et écrivant ou réécrivant le monde à ta guise, bien, ces livres-là, je ne sais pas comment ils écrivent, et je ne suis pas sûr d'avoir vraiment mis le doigt sur ce qui se passe dans l'écriture, mais en tout cas, ils nous invitent, enfin moi, en tant que lecteur, ils m'invitent aussi à lire ce monde à ma guise, et même si j'ai jamais mis les pieds à Alger ou à Oran, si j'ai jamais mis les pieds en Afrique du Nord, enfin si, en Tunisie, il y a longtemps, ça m'invite à lire ces mondes à ma guise, ou en tout cas à leur guise, à la manière dont moi, ils s'imposent à moi. Voilà, c'était le premier épisode de Interpares, et on va voir vers où ça va.